Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, on avait montré comment on pouvait utiliser la gestion value pour gagner de l'argent. Pourquoi la gestion value? Parce que c'est la stratégie que nous mettons en œuvre chez Hibou pour nos abonnés. Et donc maintenant, on va voir comment ça peut fonctionner au travers de divers exemples. Et donc on va prendre 3 exemples. On va prendre Orpea, on va prendre Casino et on va regarder Seb. Alors on commence par Orpea. Vous voyez, on vous a mis le graphique avec la droite de régression. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un effondrement de l'action. On a vraiment cassé même les 2 écart-types en dessous de la droite de régression. Je ne sais pas combien on est à peut-être moins 5, moins 6 écart-types. C'est vraiment très très bas. Alors la première chose, c'est que quand on voit ce genre de graphique, il faut absolument se méfier parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal, de dangereux qui se passe au sein de la société. Si on regarde maintenant les chiffres, on regarde le chiffre d'affaires d'Orpea en millions d'euros, eh bien, vous voyez que le chiffre d'affaires aurait inspiré confiance. On a une belle croissance de 2004 à 2021, une croissance qui ne discontinue. Voilà. Une croissance continue, qui ne s'est pas arrêtée. Voilà. Et si on regarde le résultat net part du groupe courant d'Orpea en millions d'euros, eh bien, on voit que jusqu'en 2019, c'est-à-dire jusqu'à la crise de Covid dans un premier temps, et puis la crise qui a été engendrée à travers les médias pour Orpea, eh bien, il y avait une très belle progression. Donc, un investisseur aurait pu s'expandre. Il y a une belle croissance de chiffre d'affaires, il y a une belle croissance des bénéfices, il investit, voilà. Mais ça veut dire qu'il n'a pas regardé le bilan. Parce que si on regarde le bilan, vous avez ici la dette nette en rouge et les capitaux propres en bleu. Et vous voyez que d'habitude, il vaut mieux que la dette soit en dessous des capitaux propres. Et là, vous voyez que non seulement elle est tout dessus, mais à partir de 2013-2014, elle explose. Elle prend beaucoup plus de vitesse que les capitaux propres. C'est-à-dire que la société met de plus en plus de leviers. Voilà. Alors, pour mettre des leviers, il faut avoir de la rentabilité. Donc, quelle est la rentabilité du capital d'Orpea? Alors, si on regarde la rentabilité du capital moyenne, si on regarde la rentabilité du capital, elle est en moyenne autour de 8%, même si c'est un léger biais baissier, elle est entre, disons, 7 et 10% jusqu'à la crise de 2020. Bon. Alors, c'est pas un mauvais niveau, mais c'est pas un très bon niveau, c'est un niveau vraiment moyen. Bon. On va terminer à regarder la rentabilité des capitaux employés, qui est significative de la vraie rentabilité industrielle de la société. C'est d'autant plus important qu'il y a un gros effet de levier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a aussi ce léger biais baissier, qui n'est pas très très bon signe, mais surtout que cette rentabilité moyenne, historiquement depuis 2004, elle est très faible. Elle est autour de 3%. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas mettre un paquet énorme de dettes avec 3% de rentabilité des capitaux employés. Parce qu'il suffit, 3% c'est très faible. Donc le moindre événement, vous passez à 2%, 1%, et alors vous ne pouvez plus rembourser votre dette. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer. Bon. Donc a priori, on ne va pas sur Orpea à cause de ça, même si le titre est à moins 5 ou moins 6 écart type. On n'y va pas. Ça ne veut pas dire que le titre ne peut pas remonter, mais ça veut dire que, voilà, il y a des signaux, des lanternes rouges, c'est dangereux. Alors regardons maintenant un autre dossier, Casino. Casino, là aussi, on a vraiment plongé, on est allé largement en dessous de 2 écarts types, on est probablement descendu à un moment jusqu'à presque 4 écarts types. Bon, l'action est très basse. Et si on regarde son chiffre d'affaires, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un problème puisqu'il a été en croissance jusqu'en 2013 et à partir de 2013, il est quasiment tout le temps en décroissance. Pourquoi? C'est probablement, si on regarde un peu le dossier, parce qu'il y a eu pas mal de cessions. Casino est obligé de faire face à une dette trop importante et elle a cédé des pans entiers de son activité, donc son chiffre d'affaires a reculé. Si on regarde le résultat net retraité courant de Casino en millions d'euros, alors on a une pente baissière que vous voyez bien, et puis un effondrement en 2019, et puis la société se redresse tout de même. En 2020-2021, on retourne à peine proche de l'équilibre, mais bon, en tous les cas, après un grand creux, la société se redresse. Si on regarde les dettes nettes de Casino, alors là, c'est un peu mieux. Vous avez en bleu les capitaux propres et en orange la dette. Et vous voyez que la dette est à peu près stable, alors que les capitaux propres consolidés, eux, ont bien augmenté. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, comme on l'a vu avec la rentabilité, l'exploitation n'est pas très bonne,
Mais il y a tout de même de la valeur dans ce dossier, puisqu'il y a des capitaux propres assez importants. Alors maintenant, si on va regarder un peu plus la rentabilité, on va regarder les cash flows courants de Casino, et on voit qu'on a tout de même un bon cash flow, voilà, même s'il a fortement baissé en 2016, il est globalement autour d'1 milliard d'euros. Donc voilà, la situation n'est pas perdue, puisqu'on a 1 milliard d'euros de cash flow, et on a tout de même une situation bilancielle qui révèle qu'il y a de la valeur cachée. Bon. Alors, si on regarde la rentabilité des capitaux propres par du groupe courant retraité de Casino en pourcentage, alors là, elle a beaucoup baissé, hein, comme le bénéfice, puisqu'on était proche de 15%, on est tombé négatif, et maintenant, on n'est pas encore revenu à 0%. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été rentable et que ça ne l'est plus. Donc peut-être que probablement Casino est affronté à une situation concurrentielle difficile. Voilà. Et si on regarde la rentabilité des capitaux employés, bon, on a à peu près le même schéma, même si on peut se dire que voilà, le maximum qu'on ait eu, c'est autour de 6%. Donc 6%, c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que Casino, en fait, n'a jamais été vraiment très rentable. Hein. Donc la rentabilité, c'était largement par l'effet de levier. Donc dès que les problèmes concurrentiels sont arrivés, ben ça a coincé. Bon. Donc il y a de la valeur cachée chez Casino, donc ça peut être joué pour ça, mais il y a un problème de rentabilité. Bon. Alors troisième dossier, regardons SEB. Alors vous voyez, la SEB, on est à 2 écarts types, on est tombé à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Bon, on est tombé à ce niveau 2 fois au cours des quasiment 30 dernières années, une première fois en 2001, une deuxième fois en 2009, mars 2009 je crois, et une troisième fois, voilà, juste maintenant, il y a quelques semaines, on était à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Donc ça veut dire qu'on a eu normalement, si c'est un bon dossier, 3 occasions très intéressantes pour rentrer dans ce dossier. Voilà. La question qui se pose, est-ce que cette troisième occasion mérite d'être saisie? Alors, on regarde le dossier. Vous savez, SEB, c'est de l'électroménager, surtout pour la cuisine. Et si on regarde de plus près, eh bien, il y a 31% de chiffre d'affaires qui est fait dans les articles culinaires, où la société est leader mondial, 61% dans le petit électroménager, et ça c'est tout à fait nouveau et c'est prometteur, 8% dans le professionnel. Et ces activités sont adossées sur de belles marques. Vous avez des marques mondiales, Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups. Vous avez toute une série de marques régionales. Puis vous avez des marques premium et puis des marques professionnelles. Voilà. Donc c'est très intéressant également de regarder la répartition géographique. Alors vous voyez, Moulinex c'est 38% seulement du chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest. C'est 15% dans le reste de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est 12% en Amérique du Nord, 4% en Amérique du Sud, 23% en Chine, oui, la Chine est très importante, et 8% dans les autres pays d'Asie. C'est vraiment une société mondialisée. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est si on divise ça entre les pays émergents et les pays émergés, sachant que la croissance elle est surtout dans les pays émergents, eh bien on s'aperçoit que 45% du chiffre d'affaires de SEB est réalisé dans des pays émergents. Si on regarde la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est intéressant de regarder. On voit que la valeur ajoutée représentait autour de 45% du chiffre d'affaires et ne représente plus que 40%. Donc ça veut dire qu'il y a 60% du chiffre d'affaires qui n'est pas de la valeur ajoutée de SEB. Pourquoi? Parce qu'un tiers des produits sont fabriqués en externe et ça, il faut ajouter les composants. Donc ça veut dire qu'en fait la société s'est concentrée sur la fabrication de produits à haute valeur ajoutée qu'elle réalise dans les pays matures et qu'elle produit ces autres produits à valeur moins ajoutée dans les pays émergents et qu'elle fait du sourcing pour tous les produits banalisés. Voilà. Donc on sent que tout ça est assez bien tenu sur le plan de l'exploitation. Parallèlement à ça, parallèlement à son chiffre d'affaires, si on regarde la croissance, on s'aperçoit que c'est une société qui réalise régulièrement la croissance. Il y a parfois des acquisitions importantes, comme quand SEB a acquis Support, sa filiale chinoise, mais régulièrement, presque tous les ans, la société fait des acquisitions
pour avoir une complémentarité produit, une complémentarité métier ou une complémentarité géographique. Voilà. Et c'est un de ces moyens de progresser. Voilà. Alors, est-ce qu'elle le fait avec de la dette? Oui. Et comme vous le voyez en 2012-2013, quand il y a des grandes acquisitions, la dette monte énormément, mais la dette est toujours inférieure aux capitaux propres, sauf une petite exception, une petite pointe en 2013. Donc, ça a régulièrement fait des acquisitions, et puis, comme elle est rentable, elle rembourse ses frais financiers. Quand elle a remboursé ses dettes, quand elle a remboursé une partie de ses dettes, elle repart à l'assaut, elle fait une acquisition à nouveau, etc. Voilà. Mais c'est assez sain sur le plan bilanciel. Alors, si on regarde le chiffre d'affaires de SEB en millions d'euros, mais là, on vous a mis une échelle logarithmique. Logarithmique, c'est-à-dire qu'on l'a en pourcentage, pas en valeur absolue. Et donc, vous voyez, ça donne la vraie pente de la croissance du groupe. Et vous voyez que c'est une pente presque parfaite, même s'il y a une légère accélération en 2016-2017 ou une légère décélération et la crise de 2008. Sinon, vous avez une pente vraiment presque parfaite. Donc, c'est extrêmement bien géré. C'est une croissance extrêmement bien managée. Voilà. Si vous regardez le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire complètement la gestion des stocks, par rapport au chiffre d'affaires chez SEB, vous voyez, c'est une grande pente baissière. On était à 25% en 2004, on est à 10% aujourd'hui. Donc ça veut dire que non seulement sur le plan de la gestion de la croissance du chiffre d'affaires, notamment par acquisition, mais également dans la gestion interne, dans la gestion de l'exploitation de la société, voilà, c'est extrêmement bien tenu puisqu'on est passé de 25% à 10% de besoin en fonds de roulement par rapport au chiffre d'affaires au cours des 15 dernières années. Bon. Si on regarde le résultat net retraité courant, alors on vous l'a mis d'un côté en millions d'euros, de l'autre côté en millions d'euros mais en log. Eh bien, vous voyez qu'il y a une cyclicité. Voilà. Autant le chiffre d'affaires, lui, la croissance, la part d'un marché, si vous voulez, est acquise régulièrement, avec beaucoup de détermination, autant le résultat net courant est subi une certaine volatilité. Alors pourquoi? Est-ce que c'est un problème de coût interne? Est-ce que c'est un marché qui accélère, qui ralentit? Est-ce que c'est les acquisitions qui jouent? Peu importe, il y a cette cyclicité. Donc, si la cyclicité du résultat, on va probablement avoir un peu de cyclicité en bourse. Et donc, l'investisseur intelligent, il va utiliser cette cyclicité pour acheter en bas de cycle. Bon, si on regarde la rentabilité des capitaux employés de SEB, vous voyez, on est entre 8 et 12%, même s'il y a une pointe à 14, on est entre 8 et 12%. Vous voyez, c'est très, très bien pour une rentabilité des capitaux employés. Ça veut dire concrètement, on va tourner en moyenne à 10%. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est vraiment un bon niveau de rentabilité. Bon. Et si je regarde la rentabilité financière, alors la rentabilité financière, c'est la rentabilité des capitaux propres de l'actionnaire, voilà, retraité par hibou. Je ne vais pas vous expliquer précisément comment on fait, mais c'est la vraie rentabilité pour l'actionnaire de son investissement chez SEB. Et vous voyez qu'on est entre 10 et 20%, avec une moyenne à peu près à 15%. Donc on a une très belle rentabilité financière chez SEB. Donc, ça veut dire que voilà, la société est rentable pour l'actionnaire. Bon. Et ça se traduit au niveau du dividende. On voit que autant il y a une cyclicité au niveau du résultat, autant il n'y a pas de cyclicité au niveau du dividende. Si on exclut le dividende 2019 qui a été versé en 2020, vous savez qu'en 2020, les autorités publiques ont demandé aux sociétés de faire attention, c'était le Covid, on ne savait pas où on allait, et donc de réduire les dividendes qu'ils avaient décidé de distribuer sur l'exercice 2019. Bon. Et donc, si on retire ça, et puis encore un peu plus faible au moment du deuxième année de Covid, eh bien, le dividende, il augmente toujours, il ne baisse jamais, voilà. Donc on peut dire qu'il y a une stratégie de la société de rémunérer l'actionnaire et de lisser la cyclicité des résultats au niveau du dividende par action. Bon, ce n'est pas un énorme dividende, la société distribue 30%, à peu près 31% de son bénéfice, et le taux de rendement attendu en 2023 sur l'exercice 2022, c'est 2,7%. Voilà, c'est un bon petit dividende, mais ce n'est pas un gros dividende. Bon. Alors pourquoi est-ce que SEB est bas aujourd'hui? Eh bien, si on regarde les résultats des 9 derniers mois, ceux qui viennent d'être publiés, enfin il y a quelques semaines, eh bien on a un chiffre d'affaires qui est en baisse, et en moins 4,3% like for like, c'est-à-dire en comparable, et avec une accélération de cette baisse au Q3, puisqu'on a un moins 8,1%. Cependant,
Si on regarde par rapport à 2019, on est en hausse de 8,7% sur 9 mois et de 6,6% sur le dernier trimestre. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même eu une progression par rapport à 2019, et donc ça veut dire que probablement 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles, et on le voit bien ici, si on retrace les résultats sur 9 mois, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, c'est un slide qui a été fait par Seb, vous voyez que vous avez un taux de croissance de 5% par an, qui est le taux de croissance naturel de Seb, avec pas beaucoup d'acquisitions. Ils peuvent l'accélérer de temps en temps, mais bon, on est un petit peu en dessous de la croissance moyenne du chiffre d'affaires sur très longue période. Mais c'est même une bonne croissance. Et ça veut dire, si vous voulez, que pendant la crise, en 2021, tout le monde était confiné. Donc ça veut dire que les gens ont acheté beaucoup, moi je sais pas, des autocuiseurs, des casseroles, quoi. Ils étaient chez eux, ils avaient le temps de faire la cuisine. Donc ça veut dire qu'on a un peu plus dépensé que d'habitude en 2021, ce qui explique ce retrait de 2022 qui en fait n'est que le retour à la tendance longue de la société. Donc on ne va pas s'inquiéter de ces derniers chiffres sur le plan de la croissance. En même temps, on va regarder ça d'un peu plus près et on voit ici la croissance et les explications de la croissance. Donc vous voyez par exemple, ils disent qu'il y a eu un fort retrait en France et en Allemagne, qu'il y a eu la perte de la Russie et de l'Ukraine à cause de la guerre, mais, et ça c'est très important, très intéressant à noter, il y a eu une très forte croissance en Chine. Vous voyez, ils ont fait 216 millions de plus de chiffre d'affaires en Chine. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que leur filiale support, elle prend des parts de marché. Voilà, elle est vraiment en train de réussir. Donc elle prend des parts de marché. Elle est numéro 1 dans les ventes en ligne et numéro 2 dans les ventes en magasin pour tout ce qui est articles de cuisine et électroménager. Mais et en plus de ça, la société bénéficie du confinement. Bon, quand les Chinois, quand ils sont confinés, ils font comme nous, font un peu plus de cuisine. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que ça veut dire que quand le confinement chinois va s'arrêter, il semble que ce soit ce qui est en cours, ben les Chinois, ils vont peut-être moins dépenser. Donc on va avoir un deuxième effet négatif, peut-être pour 2023, sur le chiffre d'affaires de Seb. Il faut avoir ça en tête quand on investit. Bon. Maintenant, si on regarde non pas seulement les ventes, mais le résultat opérationnel, l'operating results, et on voit que il y a eu un effet encore plus accentué sur la rentabilité de la société, puisque sur 9 mois, le résultat opérationnel passe de 528 millions d'euros à 319 millions d'euros. Alors, encore une fois, en 2021, on était très haut à cause du confinement, donc c'est normal qu'il y ait un retrait, mais il n'y a pas que ça, il y a eu la hausse du prix des composants qui n'a pas été à ce stade répercutée complètement. Et puis, on voit également qu'il y a une hausse de la dette de 630 millions, et ça c'est parce que Seb fait des stocks de précaution en disant je manque de composants, donc je vais plutôt augmenter mes stocks pour pouvoir toujours répondre à la demande. Voilà. Donc il y a un double effet au niveau de la dette et du résultat opérationnel qui sont pas que dus à la baisse du chiffre d'affaires, mais qui sont dus aussi à des éléments exceptionnels, qui est cette fameuse crise des composants. Bon, si je regarde le PR de Seb, on a mis le PR depuis 2004, bon, il y a des hauts et des bas qui traduisent cette cyclicité, mais vous voyez, on vous a mis un petit rond bleu avec une flèche, c'est le PR estimé 2022, il n'est pas tout en bas, on a été plus bas pendant la crise de subprime, mais bon, à part la crise de subprime, on est quasiment au plus bas, on n'a quasiment jamais été aussi bas depuis la crise de subprime sur Seb. Si je regarde la droite de régression, je vous la remets, on l'a mis au début, mais voilà, c'est simplement pour que vous ayez à nouveau en tête. Vous voyez, on est à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Si je fais un zoom là-dessus, voilà le zoom, vous voyez, on a baissé de 3 écarts types. En avril 2021, on était à un écart type au-dessus de la droite de régression, on est tombé à 2 écarts types en dessous. Mais vous voyez qu'on vient de faire une petite reprise. Voilà. Donc il faut prendre en compte que nous chez Hibou on avait recommandé qu'on était tombé en dessous d'un écart type et on a à nouveau recommandé de renforcer ou recommandé de constituer une ligne quand on est tombé à 60 €. Donc là maintenant on est à 75, autour de 75 €. Alors vous savez que chez Hibou on a des droites de régression puis on a des chiffres qui sont calculés par rapport à cette droite de régression et donc vous les avez ici. Donc on est à 1,43 écart type à 76 € en dessous de la droite de régression.
On a un historique de la pente de la droite de régression de 9,6%, mais en voulant entourer en bleu, qu'est-ce qu'ils calculent nos ordinateurs? Ils calculent que la performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, sera de 21% par an. Bon. Nous, chez Hibou, à cause de tout ce qu'on vous a dit là, sur la qualité de la société, c'est un leader mondial extrêmement bien géré, sur un marché porteur qui est en train d'entrer sur un nouveau marché qui est tout ce qui est le matériel professionnel et qui est très présent dans les émergents, qui réussit très bien notamment en Chine, eh bien, on pense qu'il y a de très fortes probabilités qu'au moins dans 5 ans, et peut-être avant, on rejoigne la droite de régression et que donc on fasse une performance égale ou supérieure à 21% par an, dividende réinvesti. Bon. Quelle est la conclusion de tout ça? Orpea, ça peut évidemment remonter, mais vu de l'analyse financière, il ne faut pas y aller. Casino, bon, il y a une vraie valeur, a priori, il y a une valeur stratégique, donc ça mérite vraiment de regarder ça de près, mais il faut faire une analyse précise des exploitations qui semble aller mieux depuis 2 ans, mais voir si ce mieux peut potentiellement encore aller mieux pour savoir si on peut aller sur ce dossier sans danger. Si la réponse est positive au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire sur l'analyse concurrentielle essentiellement, alors on peut probablement y aller parce qu'il y a une vraie valeur stratégique dans la société. Voilà. Mais disons, c'est mitigé. Voilà. Et puis Seb, Seb, oui, sans contestation. On peut acheter Seb. Il faut savoir qu'il y a un risque de baisse à court terme parce qu'on a beaucoup remonté, que souvent la bourse elle monte, elle redescend et elle remonte. C'est ce qu'on appelle, elle fait un W en fin de baisse. Donc on n'a pas fait ce W. Et puis parce que voilà, il y a l'affaire chinoise. La Chine a très bien marché. Elle marche très bien en ce moment. À la fin du confinement, normalement, elle marchera un petit peu moins bien. Donc, peut-être qu'il faut l'acheter en 2 temps. Un premier achat maintenant, un deuxième achat quand la société redescend entre 60 et 65 euros. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un placement qui a toutes les caractéristiques d'un placement sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si vous voulez, ce qui est très important, c'est de savoir combien d'argent je peux mettre dans un dossier. Si j'ai un dossier auquel je crois beaucoup, je me dis finalement Casino, oui, c'est intéressant, il y a beaucoup de leviers, mais c'est risqué, je mets 1%, même si je double, ça ne va pas changer la face de mon portefeuille. Voilà. Tandis que si je peux mettre 5 à 10% sur un dossier, et sur ce dossier je fais 20% par an, là, je vais vraiment changer la face de mon portefeuille. Voilà. Et donc, pour pouvoir mettre 5 à 10% d'un portefeuille sur un dossier, il faut que le dossier soit beaucoup de caractéristiques de solidité, ce qui est le cas pour Seb. C'est toujours masse multipliée par vitesse. La vitesse ne suffit pas, vous l'appliquez sur quelle masse de capital. Voilà, c'est ça qui est très important. Et donc, avec Seb, on peut faire les deux. Voilà. J'espère qu'à travers ces 3 exemples, on vous a bien expliqué ce qu'on avait expliqué en théorie, en théorie, avec tout de même des exemples concrets dans la dernière vidéo. Et j'espère que ça vous sera utile et surtout que ça vous donnera envie de vous abonner à Hibou pour pouvoir profiter des opportunités d'investissement qu'on met régulièrement en valeur. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.